Ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau webinaire Sonoscanner avec ce soir le très grand plaisir d'accueillir le docteur Olivier Anselem, gynécologue, obstétricien, échographiste à la maternité Port-Royal, responsable du service diagnostic anténatal, qui va nous parler ce soir d'un sujet vraiment passionnant qui parlera à tous, j'en suis sûr, la croissance et Doppler, les coupes essentielles. Donc un vaste programme, mais en même temps que nous avons voulu extrêmement pratique, qui puisse vraiment vous servir. Et nous alternerons au cours de l'heure que nous allons passer ensemble, nous alternerons théorie et pratique. La pratique aura lieu sur l'échographe Orcheolite que je vais vous présenter dans quelques secondes, un échographe portable de dernière génération. Et à la fin du webinaire, nous demanderons au professeur si elle peut vous montrer comment les ultra-portables donnent le même type de résultats. Alors, quels sont les objectifs de ces webinaires Sonoscanner? C'est tout d'abord vous apporter des informations théoriques essentielles qui vous sont utiles dans votre pratique, vous faire connaître la manipulation de la sonde, où trouver les bonnes incidences, comment orienter, piloter sa sonde et en même temps contrôler son échographe. Ensuite, c'est aussi un moment d'échange, en échangeant les bonnes pratiques, mais aussi en écoutant ce que vous avez à nous dire de votre pratique au jour le jour sur le terrain. Et enfin, c'est l'occasion de répondre aux questions que vous pourriez avoir autour du sujet de la gynécologie et de l'obstétrique. Alors, comment va se dérouler cette heure que nous allons passer ensemble? C'est très simple. Moi, je vais tout d'abord vous rappeler qui nous sommes chez Sonoscanner, notre ADN, notre raison d'être. Ça va durer quelques minutes. Ensuite, je laisserai bien sûr la parole au docteur Anselem qui, après un exposé théorique, va vous montrer les coupes essentielles. Alors, ce qui est intéressant chez Sonoscanner, c'est que nous sommes des spécialistes de l'échographie. Nous sommes dédiés à la conception, à la fabrication d'échographes. Et aussi, point extrêmement important, nous sommes un constructeur français. C'est-à-dire que nous concevons nos échographes avec des ingénieurs et des médecins français qui répondent donc à vos besoins sur le terrain, vous, praticiens français. Mais aussi, nous fabriquons nos échographes en France, grâce à notre usine qui est ici en région parisienne et que je vous invite à visiter à l'occasion. Ce qui nous permet d'être plus réactifs dans le service, de pouvoir vous livrer rapidement, sans délai de transport, sans délai de douane, et extrêmement réactifs sur les moindres questions techniques que vous pourriez avoir. Puisque nous avons conçu, nous fabriquons les machines, nous saurons répondre aux interrogations que vous pourriez avoir. Aujourd'hui, Sonoscanner, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout 3 produits phares qui répondent aux différents usages que vous pouvez rencontrer. Tout d'abord, l'échographe ultra portable, le U-Lite et le T-Lite, qui est extrêmement pratique dès qu'il y a un besoin de mobilité ou de réactivité. Je pense ici, pour un usage à l'hôpital, à des visites en chambre, des consultations, mais aussi au bloc obstétrical, dans lequel il faut très rapidement une information de qualité pour prendre des décisions dans l'urgence. Nous avons aussi l'échographe Orcheolite, un échographe portable de 5 kg qui intègre des sondes haute définition dédiées à la gynécologie, à l'obstétrique, à la médecine générale et qui a la particularité d'intégrer des rapports qui ont été établis avec les sociétés savantes françaises et qui vous permettent, lorsque vous posez votre sonde, d'avoir votre rapport finalisé, comportant l'ensemble des mentions nécessaires, ce qui vous fait gagner un précieux temps administratif dans la gestion de votre cabinet. Et nous avons pour les usagers intensifs, qui font 15, 20, 25 échographies par jour, une solution stationnaire, l'OrcheoXQ, qui intègre des fonctionnalités de reporting aussi avancées, mais aussi un grand confort d'utilisation grâce à un grand écran de 21 pouces, plus un écran tactile et 4 sondes actives de fond. Comme vous le voyez, quel que soit l'usage que vous avez, nous avons une solution fabriquée en France à vous proposer. Voilà pour la présentation Sonoscanner.
Mais ce qui est important, c'est que nous puissions aller plus loin. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici des informations de contact. Madame Berdichevski, qui a plus de 20 ans d'expérience d'accompagnement dans les médecins, est à votre disposition. Moi-même, Étienne Richard, si vous avez la moindre question, vous avez mon numéro, vous avez mon mail, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Je vais laisser maintenant la parole au docteur Anselem pour cet exposé qui s'annonce vraiment passionnant. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à la fin de ce webinaire pour les conclusions. Donc à très vite. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous retrouver. Je suis le docteur Olivier Anselem, gynécologue obstétricien à la maternité Port-Royal, à l'hôpital Cochin. Nous avons déjà eu l'occasion de se rencontrer au cours de ces webinaires. La dernière fois, nous avons pu parler de l'échographie du premier trimestre de la grossesse. Nous avons vu les coupes essentielles dans cette séance qui était assez riche et qui, je crois, vu vos retours, vous a apporté beaucoup de choses. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons également vous apporter beaucoup d'informations. Nous allons parler de l'échographie du deuxième trimestre et on a réfléchi un petit peu cette session autour d'une première grosse problématique en tout cas un gros objectif de cette échographie du deuxième trimestre qui est l'évaluation de la croissance fœtale. Et donc, je vais vous montrer les coupes les plus importantes à réaliser pour évaluer la croissance fœtale et puis comment on fait quand on a besoin de faire un Doppler parce qu'on a suspecté un retard de croissance ou un fœtus petit pour l'âge gestationnel. Et puis, lors de la séance que nous aurons ensemble le 25 juin, nous verrons plus en détail l'examen morphologique de façon très synthétique avec à nouveau les coupes les plus importantes qui sont requises par le CTE pour votre examen de dépistage. Nous aurons donc, après le topo que je vais vous présenter, un temps sur une femme enceinte qui est à 24 semaines d'aménorrhée, ce qui nous permettra de voir comment on peut faire en pratique, comment est-ce qu'on obtient ces différentes coupes pour la biométrie et puis pour les Dopplers fœtaux. Bien sûr, je suis là aussi pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez des précisions, on aura un temps d'échange qui permettra tout à fait d'y répondre. Donc, je vous propose de commencer tout de suite par le topo pour se mettre directement dans le sujet du jour. Donc, comme je vous le disais, dans les objectifs que nous avons lors d'une échographie du deuxième ou du troisième trimestre de la grossesse, il va y avoir bien sûr l'évaluation de la vitalité fœtale, il va y avoir l'évaluation de la position du fœtus, et puis nous allons estimer la croissance fœtale. Parfois, nous aurons besoin de rajouter des Dopplers. Et enfin, nous allons faire l'examen morphologique du fœtus et l'examen des annexes, c'est-à-dire le placenta, la quantité de liquide amniotique, le cordon, etc. Donc, la vitalité et la position, vous allez voir, c'est des choses qui sont très rapides, qui ne posent pas vraiment question. En revanche, la croissance, ça nécessite qu'on s'y attarde un petit peu et donc, ça va être le sujet que nous allons développer ce soir. Alors, comment est-ce qu'on va évaluer la croissance fœtale? En fait, vous allez voir que c'est très simple. Il nous faut 3 coupes avec 3 mesures. C'est ces coupes qui sont très importantes à maîtriser et qui finalement vont pouvoir facilement être retrouvées grâce à des repères assez simples que je vais vous décrire. C'est le périmètre céphalique, le périmètre abdominal et la longueur fémorale. À partir de ces 3 coupes et de ces 3 mesures, nous pourrons évaluer la croissance du fœtus. Alors tout d'abord, la mesure du périmètre céphalique. Donc cette mesure, elle se fait sur une coupe axiale assez haut située qui représente en fait le plus grand diamètre de la tête du fœtus. Donc on fait une coupe du périmètre crânien
Et on va avoir des repères qui nous permettent de vérifier qu'on est dans la bonne position pour faire la mesure. Dans nos repères, nous allons regarder en arrière, c'est ce que vous avez là sur la partie gauche de l'image. C'est la coupe qui va passer donc juste au-dessus de la tente du cervelet. Donc le cervelet n'est pas visible sur cette coupe puisqu'on va passer juste au-dessus. En avant, les repères que nous allons retrouver, c'est la cavité du septum pellucidum. Cette cavité, j'essaye de vous montrer avec ma petite flèche, hop, c'est ce que vous voyez ici en vert. Ça dessine un carré qui se trouve dans le tiers antérieur de notre image. Et puis au milieu, ce que vous voyez en bleu, ce sont les thalamies qui sont facilement identifiables. Et ce qui va rester ensuite très important pour avoir une image de bonne qualité, comme à chaque fois qu'on fait une mesure sur une échographie obstétricale, ça va être de zoomer l'image suffisamment. Donc l'image doit occuper les 2/3 de l'écran. Et quand on va réaliser notre ellipse pour faire la mesure du périmètre céphalique, eh bien on va prendre l'ensemble de la table osseuse. Donc on va mettre les calipers au pourtour de la table osseuse et on va bien englober toute la boîte crânienne. Donc voilà une autre façon de vous représenter les choses dans l'espace. Vous avez ici un petit schéma qui vous montre le bon niveau pour faire cette coupe du diamètre bipariétal. Donc vous voyez, c'est le trait que vous avez en vert. Et lorsque vous êtes à cet endroit-là, vous allez reproduire l'image que vous voyez sur la gauche de l'écran. Donc, vous ne voyez pas le cervelet puisque vous passez juste au-dessus. Donc, en arrière, on ne voit pas le cervelet. Et vous allez avoir donc là, au milieu, les thalamies que vous voyez en bleu sur l'écran. Vous allez avoir ici le 3e ventricule qui est souvent virtuel, qui est très fin et qui montre qu'on est bien sur une coupe tout à fait symétrique. Et puis, en avant, vous voyez la cavité du septum pellucidum. Alors parfois, on a l'impression qu'il y a un petit trait, comme vous l'avez sur le cliché du milieu. Au milieu du septum pellucidum, on est un tout petit peu plus bas que ce qui est requis, mais là, on est vraiment de l'ordre du détail. Un facteur qui est quand même très important, c'est toujours d'avoir une coupe qui est bien symétrique. Ce qui fait que les 2 hémisphères cérébraux que vous voyez, ils sont de taille équivalente en haut et en bas de notre écran. Ici, dans les autres repères que vous pouvez remarquer, on voit en rouge la vallée sylvienne. Et nous allons maintenant passer à la 2e coupe essentielle qui va nous permettre de faire ensuite le calcul de l'estimation du poids fœtal. Donc la 2e coupe, c'est le périmètre abdominal. C'est une coupe qui va passer en fait assez haut dans l'abdomen, puisque nous allons pouvoir visualiser sur cette coupe les dernières côtes. Donc souvent, on n'a pas la totalité d'une côte, mais on coupe 2 ou 3 côtes, qui sont donc les dernières côtes juste au-dessus de l'abdomen. En arrière, dans les repères que vous allez retrouver, eh bien, vous n'allez pas voir les poumons, on va se mettre juste en dessous des poumons. Et vous n'allez pas visualiser les reins, donc on va être entre les reins et les poumons. Et finalement, on va passer au niveau de la glande surrénale. La glande surrénale, c'est ce que vous voyez là en violet. C'est un repère donc, qui vous indique que vous êtes au bon niveau de hauteur. Et puis, l'autre repère qui va se situer vers l'avant, ça va être de retrouver la veine ombilicale. Et pas n'importe quel niveau de la veine ombilicale. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir surtout le sinus porte. Le sinus porte, en fait, c'est l'abouchement de la veine ombilicale dans la veine porte qui a une forme allongée. C'est ce que vous voyez ici en vert. Donc, la surrénale en arrière, le sinus porte en avant. Il faut essayer, pour avoir une mesure fiable, d'horizontaliser l'axe vertèbre-veine ombilicale, c'est-à-dire que vous allez essayer de vous placer de sorte d'avoir un corps vertébral sur le côté. Vous pouvez avoir l'estomac, là vous le voyez ici dans la partie basse, la formation anéchogène ovalaire en bas, mais cette image n'est pas obligatoire. L'estomac peut ne pas être visible pour réaliser une bonne mesure du périmètre abdominal. Comme tout à l'heure, il va falloir zoomer correctement l'image et il va falloir prendre la totalité du revêtement cutané pour ne pas sous-estimer le périmètre abdominal. Voilà d'autres exemples
de périmètre abdominal. Donc, vous voyez qu'on retrouve à chaque fois nos repères. Donc, que l'estomac soit vers le haut ou vers le bas, ça ne pose pas de problème particulier. Là, on le voit ici, l'estomac en rouge. Ici, vous voyez le sinus porte. Ici, vous voyez la glande surrénale. Donc, tous nos repères sont là. Et on a bien horizontalisé l'axe entre la vertèbre et le sinus porte. Là, vous repérez également la côte. Estomac, veine ombilicale, surrénale. Et voilà. Troisième mesure, la longueur fémorale. Alors, quand on va mesurer le fémur, évidemment, il y a 2 fémurs chez le fœtus. On va, pour des raisons de réglage, choisir le fémur qui est le plus proche de la sonde, souvent donc le fémur antérieur, qui va être donc proximal. Ça va être plus facile de le mesurer, mais bien sûr, il va falloir à ce moment-là faire quand même un petit réglage sur votre machine pour diminuer la profondeur et adapter la focale qui doit être en regard du fémur. C'est très important pour que votre mesure soit fiable, puisque vous verrez souvent quelques millimètres suffisent à changer la position de votre mesure sur la courbe. La mesure, elle doit être faite sur un fémur le plus horizontal possible. Donc, on verra tout à l'heure sur la patiente quelles sont les techniques pour horizontaliser le fémur. Et c'est une mesure uniquement de la diaphyse, ce n'est pas une mesure de l'épiphyse. Notamment quand on est au 3e trimestre et que les épiphyses sont visibles, il ne faut pas les prendre en compte. Comme tout à l'heure, il faut zoomer suffisamment l'image et donc on l'a dit, prendre uniquement la diaphyse. Alors, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Il y a des petites subtilités, mais là, on rentre vraiment dans le détail. Alors, on peut faire simple sur un examen de dépistage standard, mais on sait que si on arrive par le côté, on peut sous-estimer un petit peu la longueur de la diaphyse. C'est vraiment intéressant, ça, surtout dans les situations où on a des fémurs qui sont courts et donc où ça peut faire changer les choses. C'est vrai que sur un examen standard, ça ne pose pas vraiment de problème d'avoir un abord par le côté de la cuisse. Alors, les mesures que nous avons faites, donc périmètre céphalique, périmètre abdominal et longueur fémorale, vont pouvoir ensuite nous permettre de calculer le poids fœtal. Et donc, pour ça, il y a tout un tas de formules qui ont été publiées, mais finalement, celle qu'on va utiliser le plus souvent et qui a fait ses preuves, c'est la formule de Hadlock à 3 paramètres. Vous voyez dans cette formule qu'évidemment personne ne connaît par cœur puisque ça n'a aucun intérêt puisqu'elles sont dans tous les logiciels. Elle prend en compte donc le PC, le PA et le fémur. Et donc, on n'a pas besoin dans cette formule de mesurer le diamètre bipariétal. Et vous avez vu depuis le début, je ne vous ai pas parlé du diamètre bipariétal, je ne vous ai pas parlé non plus du diamètre abdominal transverse parce que ce ne sont plus des mesures qui sont utilisées. En effet, si vous regardez les diamètres, alors que les formes sont extrêmement variables en fonction des morphologies de chaque fœtus, vous allez vous retrouver parfois avec des patientes qui ont un petit diamètre bipariétal. Ça n'a aucune incidence si le périmètre céphalique est normal. Donc, on risque d'inquiéter à tort certaines patientes. Et finalement, la mesure du diamètre bipariétal, elle a un intérêt uniquement dans certaines situations obstétricales particulières. Par exemple, un bébé en présentation du siège, on est en fin de grossesse et on veut vérifier qu'on est dans des conditions optimales pour un accouchement par voie basse. Voilà, mais en pratique, on n'a pas besoin sinon de réaliser cette mesure du diamètre bipariétal. Et le diamètre abdominal transverse, voilà, on ne l'utilise plus du tout. C'est vraiment quelque chose qui se faisait il y a maintenant plusieurs années et qui n'apporte pas de renseignements particuliers. Alors, quelques précisions sur cette estimation du poids fœtal. Donc, je vous disais, il y a d'autres formules qui existent, même des formules avec juste le périmètre abdominal et le fémur, mais bon, voilà, on perd quand même beaucoup en précision. Ça marche pour des fœtus qui sont eutrophes, mais ça marche aussi pour des fœtus macrosomes ou pour des retards de croissance in utero. La validité de cette formule, elle marche finalement, quel que soit le gabarit du fœtus, ça va fonctionner. Et l'autre conseil que je vous donne, c'est au lieu de faire une moyenne de vos clichés, parce qu'effectivement, sur un examen, parfois on va prendre 2 fois chaque mesure pour essayer de, quand c'est un peu difficile, d'avoir un cliché optimal. Plutôt que d'utiliser une moyenne des clichés, il vaut mieux choisir, quand vous regardez vos clichés à la fin de votre examen, le meilleur, c'est-à-dire celui pour lequel vous avez
pu avoir tous vos critères qui étaient réunis. Alors, ensuite, vous allez reporter l'estimation du poids fœtal que vous avez faite sur une courbe. Ça, c'est quelque chose qui est requis, qui est demandé dans les recommandations sur le dépistage du retard de croissance in utero. Ça va vous permettre de situer où se trouve votre fœtus. Donc, en plus de renseigner les différentes biométries et de regarder pour chacune des valeurs que vous avez faites où se situe la mesure de votre fœtus par rapport à 100 fœtus, donc, ce qui va vous donner donc un résultat en percentile pour le PC, le PA et le fémur. Il va falloir aussi que vous reportiez la mesure de l'estimation du poids fœtal sur une courbe. Donc, ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus facile à représenter pour les parents. Ça permet aussi de mieux communiquer avec les pédiatres. C'est quand même une information beaucoup plus concrète que de regarder évidemment juste un périmètre abdominal, un périmètre phallique et un fémur. Le fait d'avoir à l'issue de votre examen une idée du poids du bébé, ben voilà, de pouvoir dire à la patiente là, votre bébé il fait 2 kilos, et ben, ça permet aussi de concrétiser les choses. Donc, c'est vraiment un outil en pratique qui est indispensable. Donc, voilà, si jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir tous les paramètres, bah, celui qui va être le plus intéressant, ça va être le périmètre abdominal. Mais bon, les situations où on ne peut pas avoir les autres paramètres sont quand même assez rares. Et puis, gardons en tête que l'échographie n'est pas une balance. On ne va pas pouvoir avoir quelque chose, même si on s'applique, même si on fait du mieux qu'on peut, qui sera toujours parfait, parce que cette formule, elle a des limites et que on va avoir dans 5% des cas des écarts qui peuvent aller jusqu'à 20%. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui peut être assez significatif en pratique. Et donc, il faut rester toujours assez prudent, assez humble par rapport à ce qu'on est capable de conclure de nos examens. Ça reste une estimation. Il faut toujours, évidemment, le garder en tête. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, je vous ai dit, il faut reporter les mesures sur une courbe, mais quelle courbe? Parce qu'en fait, des courbes, il en existe plusieurs. Et on sait aussi que les courbes, elles ont des différences, soit parce que le temps change et qu'on n'a pas les mêmes poids entre ce qu'il y avait dans les années 60 et dans les années 2020. Donc, il y a des variations qui s'observent dans les populations, qui sont d'ailleurs pas négligeables. On considère à peu près en 30 ans qu'on prend un peu plus de 100 grammes. Il y a des variations évidemment en fonction de l'origine géographique. On n'a pas le même poids moyen en France, en Norvège, etc. Et puis, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent aussi avoir un impact, notamment les populations qui vivent en altitude, par exemple, la pollution, les toxiques, la nutrition, les âges maternels extrêmes, les conditions sociales. Tout ça, c'est des choses qui vont influencer la croissance fœtale et qui vont donc faire varier la courbe. Donc, on a envie du coup d'utiliser une courbe qui correspond à notre population. Donc, il y a des courbes de population française. Il y a 2 courbes principales qui sont utilisées. Il y a une courbe qui est publiée par le Collège français d'échographie fœtale, qui a été faite à partir d'examens échographiques. Donc, ce n'est pas les poids de naissance des enfants, ce sont des échographies, donc avec l'imprécision dont je vous parlais tout à l'heure, avec quand même 33 000 fœtus, donc c'est très conséquent. Surtout des fœtus, évidemment, qui étaient vers 22 semaines et vers 32 semaines, puisque c'est le moment où on fait les examens, et beaucoup moins de fœtus quand on est dans les intervalles, évidemment. Donc, cette courbe, elle est très intéressante, mais elle présente la limite quand même d'avoir été faite à partir d'échographie et non de poids de naissance. Et puis, il y a une deuxième courbe qui est une courbe qui s'appelle la courbe épopée, qui a été faite à partir des naissances, cette fois-ci, sur tout le territoire français au cours de l'enquête nationale périnatale qui a été faite en 2010. Donc ça permet vraiment d'avoir tout le territoire français. Et donc, c'est une courbe de naissance, donc voilà, peut-être que c'est un peu plus proche de la réalité puisqu'on va s'affranchir de la variation qui est due à nos mesures. Alors, l'autre intérêt principal de cette courbe, c'est qu'on va pouvoir faire de la customisation. Qu'est-ce que c'est que la customisation? Je vous montre tout de suite un exemple. Ça paraît évident, mais en fait, il a fallu des articles pour le démontrer. L'objectif de la courbe customisée, ça va être de tenir compte de caractéristiques individuelles pour pouvoir déterminer si un fœtus est trop petit par rapport au contexte. Donc, par exemple, à droite, une patiente, Madame A,
qui fait 1,60 m, 58 kg, qui est d'origine tamoule. C'est sa première grossesse. Elle a une petite fille qui naît à 38 semaines d'aménorrhée qui fait 2,9 kg. Et ben pour cette patiente, ce bébé est au 66e percentile, c'est-à-dire que totalement eutrophe, c'est vraiment un poids attendu. Et Madame B, à gauche, elle fait 1,75 m pour 85 kg. Elle est d'origine française. C'est son deuxième bébé. C'est un petit garçon qui naît aussi à 38 semaines d'aménorrhée. Et il fait le même poids. Il fait 2,9 kg. Mais pour elle, c'est un bébé qui est petit pour la gestationnelle puisqu'il est inférieur au 10e percentile. Et alors, quand on les voit toutes les deux, bah oui, ça paraît logique. Mais c'est quelque chose qu'on fait déjà d'ailleurs de façon assez intuitive. Hein. Quand on a des patientes qui sont de petits gabarits, on s'attend à avoir un bébé un petit peu petit. Et puis quand on a une patiente qui est plutôt grande et costaud, qui a déjà eu des enfants, que c'est un petit garçon, on s'attend à ce qu'il soit un petit peu plus gros. Mais voilà, pour passer de notre impression clinique à quelque chose d'un peu plus objectif et facile à utiliser, il y a des logiciels que vous pouvez utiliser, qui sont très disponibles sur Internet et qui vont vous permettre donc de rentrer des choses très simples. Le poids et la taille de la femme, le sexe fœtal et la parité. Et ça va vous permettre parfois de corriger finalement un diagnostic. Vous pensiez que le bébé était petit, mais finalement c'est normal pour le gabarit de cette femme. Ou au contraire, vous étiez un petit peu limite, mais la dame, on s'attend à ce que son bébé soit plus gros. Et effectivement, le bébé est trop petit pour cette patiente et donc il va falloir renforcer la surveillance. Donc, ce n'est pas une obligation d'utiliser ces courbes customisées sur une échographie de dépistage standard. En revanche, quand on fait une échographie de deuxième intention, quand les patientes nous sont adressées parce qu'on pense que le bébé est petit, à ce moment-là, c'est intéressant d'utiliser cette courbe. Donc, je vais juste vous montrer comment ça se présente. C'est quelque chose qui est facilement accessible sur Internet, sur le site du Collège national des gynécologues obstétriciens. Hop, je vais vous montrer ça donc sur Internet. Voilà. Vous voyez ici, en fait, là, je me suis connectée à Internet. Comme vous voyez, je suis sur le site du Collège national. Et finalement, il suffit de rentrer la gestationnelle en semaine d'aménorrhée et en jours. Les quelques renseignements cliniques dont je vous ai parlé, mais vous voyez, finalement, c'est assez simple. Et puis là, le logiciel va vous indiquer avec, par rapport aux caractéristiques maternelles et au sexe du fœtus, si votre bébé est petit ou non. Et donc, on a accès en quelques minutes, rapidement, à une information qui va être beaucoup plus précise. Je reviens donc là à notre présentation. L'objectif de tout ça, ça va être donc d'identifier des bébés qui sont potentiellement petits. Alors, il y a plusieurs termes que vous avez dû rencontrer dans la pratique et puis dans la littérature. On va parler parfois de bébés petits pour la gestationnelle, donc de PAG. Et puis parfois, on va parler de retard de croissance in utero, donc de RCIU. Alors, quand on a un poids fœtal estimé inférieur au 10e percentile, on va parler d'un bébé qui est PAG. Il est petit pour la gestationnelle. C'est-à-dire que finalement, on va prendre parmi 100 bébés les 10 plus petits. Et on va regarder, parmi ces 10 plus petits, est-ce qu'il y a des bébés qui peuvent ne pas grossir suffisamment et donc être plus fragiles et qui nécessiteraient une surveillance accrue. C'est ça qu'on veut identifier. Mais finalement, parmi ces 10 bébés plus petits, donc ce 10e percentile, ces 10% de PAG, il va y avoir aussi des bébés qui sont morphologiquement plus petits, constitutionnellement finalement petits, mais sans aucun caractère pathologique et qui vont peut-être grossir comme ça pendant toute la grossesse, au 8e percentile par exemple, avec des dopplers normaux, une croissance régulière et qui vont aller très bien. Et donc, ce sont des bébés qui finalement ne doivent pas nous inquiéter. Parmi les bébés inférieurs au 10e percentile, il peut y avoir quand même des bébés qui ont un véritable retard de croissance in utero parce qu'il y a une situation pathologique qui fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur croissance. Et donc, soit parce que le placenta ne fonctionne pas bien, soit parce qu'il y a une pathologie fœtale, ces bébés-là ne vont pas grossir comme ils devraient grossir et ceux-là sont donc à risque de morbidité et de mortalité augmentée. Donc, ce sont ceux-là que nous voulons identifier pour mettre en place la surveillance. Donc, les définitions, du coup, si on veut rester simple, on a une estimation de poids fœtal inférieur au 10e percentile, on va parler d'un PAG. Et on a un retard de croissance in utero lorsque on a un bébé qui est PAG et qui va avoir
un infléchissement de croissance entre 2 examens séparés d'au moins 3 semaines. Donc en fait, dans le retard de croissance, il y a une notion de défaut de croissance. Entre 2 examens séparés d'au moins de 3 semaines, la croissance n'a pas été suffisante. Et donc, on va dire qu'il y a un retard de croissance in utero. Donc, il y a vraiment une notion de dynamique dans la définition du retard de croissance in utero. Alors, vous voyez que donc, parmi les PAG, on va identifier certains retards de croissance in utero, mais qu'il pourrait y avoir quand même quelques bébés qui ne sont pas inférieurs au 10e percentile et qui ont un infléchissement de leur croissance entre 2 échographies séparées d'au moins 3 semaines, qui passeraient par exemple du 70e au 20e percentile. Ils sont quand même RCIU, mais ils ne sont pas encore PAG. C'est une petite nuance. Et après, ils vont finir par être PAG au bout d'un moment. Donc voilà, cette possibilité, elle existe. Donc vraiment, l'intérêt, c'est de distinguer qu'est-ce qui est finalement constitutionnel et on va pouvoir assurer les couples et qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre de quelque chose de pathologique et ce qui va nous inciter à faire d'autres investigations et à aller rechercher éventuellement des pathologies et puis à adapter la surveillance. Alors évidemment, parfois, il y a des petits indices qui vont tout de suite nous orienter. Quand le bébé n'a pas suffisamment de liquide ou quand il y a des anomalies Doppler, on va penser plutôt que c'est un retard de croissance in utero. Quand on a un PAG très sévère, inférieur au 3e percentile, on va plutôt penser que c'est un retard de croissance in utero. Et maintenant, on essaye d'utiliser uniquement ces 2 termes pour rester beaucoup plus précis dans nos définitions. On ne parle plus de retard de croissance symétrique, asymétrique, on ne parle plus d'hypotrophie, ça c'est vraiment pas un terme en anténatal, c'est un terme postnatal. Donc voilà, on n'utilise que les termes de PAG et de RCIU. Alors du coup, l'étape d'après, c'est vrai, ça va être le Doppler parce que c'est ça qui va aussi nous aider à voir comment va le fœtus et quelle est sa tolérance. Alors les Doppler, on va en voir quelques exemples très rapidement. Pour que vous puissiez avoir sur votre appareil un examen Doppler de bonne qualité, facile à interpréter, il y a quelques règles très simples qu'il va falloir utiliser. Vous allez voir qu'on va souvent se repérer soit sur le vaisseau qu'on va mesurer, soit on peut l'identifier déjà en mode 2D, soit on va céder de la couleur. Il va falloir essayer au maximum d'avoir un vaisseau le plus vertical possible. C'est ça qui va vous donner après un spectre Doppler de meilleure qualité. Il va falloir adapter la taille de la fenêtre Doppler, du Doppler pulsé. Et puis, il va falloir faire quelques réglages sur la ligne de base pour que vous puissiez ne pas passer à côté d'un flux négatif. Régler la PRF pour avoir des spectres relativement amples. Et puis, baisser les filtres pour ne pas masquer un flux qui serait un petit peu faible. Et donc, après, on va pouvoir faire les mesures sur quelques cycles. Alors, nous, en obstétrique, en fait, je vais vous parler juste de 3 Dopplers principaux qui nous suffisent dans l'immense majorité des cas. Le premier Doppler, c'est le Doppler utérin. Le Doppler utérin, il nous sert à regarder comment fonctionne le placenta et comment s'est fait le remodelage vasculaire utérin au début de la grossesse. Au début de la grossesse, normalement, les vaisseaux utérins ont été transformés par des cellules qui viennent du placenta, donc du trophoblaste, pour pouvoir s'ouvrir. Ces cellules du trophoblaste, donc, elles ont remplacé la paroi vasculaire existante qui est extrêmement rigide par un endothélium beaucoup plus lâche, de sorte que dans les artères utérines, le flux puisse s'amplifier de façon très importante au cours de la grossesse. Donc, ce qu'on va voir, nous, quand on fait un Doppler utérin, finalement, c'est ce remodelage vasculaire utérin qui va faire qu'on aboutit à un vaisseau qui a une faible résistance, donc avec une diastole importante par rapport à la systole. Donc, on va regarder notre flux. Là, vous voyez la systole ici, la diastole. Et donc, là, vous voyez que j'ai un vaisseau qui a une diastole relativement bonne. En bas, la diastole est encore plus importante par rapport à la systole. Donc, c'est un vaisseau qui est encore plus à basse résistance. Et puis, on va regarder donc cette résistance qui va donc se baisser normalement au fur et à mesure de la grossesse, à peu près jusqu'à 24-26 semaines d'aménorrhée. On va regarder aussi une deuxième chose qui s'appelle le notch. Le notch, c'est ce que vous voyez ici sur le spectre, c'est une petite incisure au début de la diastole. Et cette petite incisure, elle correspond en fait à un spasme du vaisseau qui est dû au fait que le vaisseau est resté résistant. Lorsque le vaisseau a gardé une résistance importante, juste après la systole, donc qui correspond au battement cardiaque maternel,
avant la diastole, eh bien, le vaisseau va avoir tendance à se spasmer. Et donc, ce notch, il est très intéressant pour nous pour identifier des femmes plus à risque de retard de croissance ou de prééclampsie, parce que ça signifie que les vaisseaux sont mal remodelés et donc il ne va pas y avoir assez de sang qui va arriver au placenta. Ce que je vous dis là, c'est valable, sauf dans le cas où vous allez avoir un placenta qui va être latéralisé. Si le placenta est latéralisé, eh bien, c'est que du côté du placenta que ce remodelage il s'est fait correctement, et souvent de l'autre côté, on ne peut pas vraiment interpréter. Donc, je vous le disais, c'est un intérêt en cas de retard de croissance. Là, vous voyez ici un exemple sur cette image de retard de Doppler utérin très pathologique. Donc, quand on a un retard de croissance et qu'on voit un Doppler utérin très pathologique comme ça, on se dit le problème, il vient du placenta. On est devant une pathologie qui est plutôt vasculaire. On n'est pas devant une pathologie qui fait penser que le problème vient du fœtus. Ça va vous permettre aussi de différencier une HTA chronique d'une HTA qui est vraiment due à la grossesse. Et on n'a pas pu utiliser cet outil davantage en population générale parce que les études n'ont pas montré que ça avait un intérêt chez des femmes qui sont à bas risque. Donc, on ne fait pas un Doppler utérin systématique pour une femme à bas risque parce que ça n'est plus très prédictif à ce moment-là du retard de croissance si la femme n'a pas d'antécédent particulier. Ensuite, ça ne va pas nous indiquer comment on va surveiller le bébé. Donc ça, c'est vraiment juste un outil étiologique ou alors pronostic pour des femmes qui sont à risque élevé. Quand on veut savoir comment va le bébé, ce qui va nous intéresser, c'est d'abord le Doppler ombilical. Donc, c'est un Doppler au niveau d'une des deux artères qu'il y a dans le cordon. Donc là, vous voyez sur ce cliché, vous avez la veine en bleu, les deux artères en rouge. On a bien verticalisé notre vaisseau. En général, on va se mettre en cordon libre, c'est-à-dire pas juste au niveau de l'insertion du cordon sur la paroi abdominale du fœtus, parce que là, les résistances seraient plus importantes. Et on va avoir la systole et la diastole. Et normalement, un flux normal, c'est un flux qui est important en diastole. Donc, une résistance basse dans une des deux artères, dans les deux artères, avec une diastole qui va être importante. On ne peut pas vous donner une valeur seuil à retenir parce qu'en fait, cet index de résistance, il va varier avec l'âge gestationnel. Mais donc, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un flux important en diastole. Quand les situations deviennent pathologiques, il peut y avoir une diastole nulle. Donc là, vous voyez que les pics systoliques. Vous pouvez également avoir un reverse flow, c'est ce que vous avez en bas, avec un flux qui repart à l'envers entre les battements cardiaques du fœtus. Et puis, dernier Doppler qui nous intéresse, c'est le Doppler cérébral. Le Doppler cérébral, on le mesure au niveau du polygone de Willis, sur une des coupes du diamètre bipariétal, un tout petit peu en dessous. Vous voyez là le polygone de Willis, on va se mettre sur l'artère cérébrale moyenne et on va observer un flux qui normalement est un flux plutôt résistant. En situation physiologique, le fœtus n'a pas besoin d'apporter particulièrement du sang dans son cerveau. Mais s'il n'a pas suffisamment d'apport, il va vasodilater ses vaisseaux cérébraux. Et donc, vous allez observer à ce moment-là ce que vous avez en bas à droite, un flux avec une volumineuse diastole. Il y a une grosse diastole parce que le fœtus est obligé de vasodilater pour privilégier son cerveau, pour amener davantage de sang dans son cerveau. Et finalement, vous allez vous retrouver avec un flux plus important dans le Doppler cérébral en diastole que dans le Doppler ombilical. Et c'est ce qu'on va appeler la redistribution cérébrale ou l'inversion cérébro-placentaire. Donc ça, voilà, c'est un critère pathologique supplémentaire. On a fait le tour de ce que je voulais vous présenter au niveau de l'évaluation de la croissance et des Dopplers. Et donc, je vous propose maintenant que nous passions à la pratique. Excellent, merci beaucoup, docteur. C'était vraiment très clair, beaucoup de points importants. Alors, s'il y a des questions pendant que le docteur s'installe sur son Orcheolite. On a dit qu'il fallait repérer le cordon ombilical dans une partie où il est libre, pas pile au niveau de l'insertion. Et puis, alors évidemment, ça fait toujours des boucles, hein, c'est pas toujours évident. On va essayer d'avoir une partie du vaisseau qui va être la plus verticale possible. Alors du coup, même en mode 2D, on arrive assez bien à se repérer. Là, évidemment, le bébé joue avec son cordon. Voilà. Et donc, ensuite, on va pouvoir choisir au hasard, en fait, une des deux artères. Donc, le bébé donne des coups de pied dans la sonde.
je règle un petit peu ma fenêtre pour adapter la taille. Donc, pour adapter la taille de ma fenêtre, voilà. Évitez de prendre en même temps et la veine et l'artère. Voilà, donc là, si je me mets comme ça, je suis sur la veine. Je vais avoir un gros flux qui est totalement complet. Et là, si je me mets là, je vais avoir une des artères ici. Voilà. Vous voyez, donc dès qu'on va se mettre vraiment sur un vaisseau vertical, la qualité du spectre est complètement différente. Donc, on va pouvoir là faire une mesure de l'index de résistance. Donc, je vais sélectionner artère ombilicale et là, la machine va calculer toute seule l'index de résistance. Hop. Donc là, je crois qu'il faut quand même que je lui demande ça. Voilà. Voilà, index de résistance 0,66, donc c'est parfait pour la gestationnelle. Plus vous allez avancer dans la grossesse, plus la résistance, elle va baisser. Vous allez avoir une plus grosse diastole, et donc vous allez avoir des index de résistance plutôt aux alentours de 0,50 en fin de grossesse. Et là, 0,66, c'est parfait, ça passe bien. Donc les échanges entre le placenta et le fœtus se font très bien. Voilà. On a parlé tout à l'heure du ductus venosus, donc on peut essayer de voir si on peut le mesurer. Donc le ductus venosus, c'est une veine. C'est une veine qui va aller du sinus porte jusqu'à l'oreillette droite du fœtus. Et l'intérêt de cette mesure, c'est que vous allez en fait avoir le reflet de ce qui se passe dans l'oreillette droite du fœtus. Donc sur un bébé qui a un retard de croissance in utero, le flux qui va passer dans ce ductus venosus va être extrêmement augmenté. Sur un bébé eutrophe et qui va très bien comme ce bébé, c'est pas du tout évident de le repérer ce ductus parce qu'il est beaucoup plus petit, il n'y a pas nécessité de faire passer beaucoup de sang dans ce ductus, donc il est plus difficile à identifier. Comment est-ce qu'on l'identifie? Et bien en fait, on se met au niveau du sinus porte et on va voir un vaisseau qui un flux extrêmement turbulent, donc c'est une zone d'aliasing que vous allez pouvoir identifier. Mais ce vaisseau, il est tout petit, donc il faut vraiment adapter la taille de la fenêtre. Voilà. Et donc, on le repère parce qu'il fait un bruit très particulier. Voilà. Il fait un bruit particulier et c'est un spectre biphasique, donc vous avez comme une sorte de M. Vous avez une sorte de M là, comme ça. Hop. Et ce qu'on va regarder, nous, c'est que l'espace entre les M qui s'appelle l'onde A. Et en fait, on vérifie que l'onde A, elle est bien positive. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile à... C'est pas non plus de dépistage, hein, bien sûr. Mais c'est quand même un outil qui est intéressant. Alors, il y a quand même un Doppler que je ne vous ai pas encore montré, qui est le Doppler utérin. Donc, qui n'a pas vraiment sa place dans un examen de routine, hein, puisqu'on l'a dit, finalement, il n'y a pas eu de bénéfice démontré. Donc, voilà. Là, vous voyez que je me suis mise sur madame. Le long de l'utérus, en fait, ma sonde est presque verticale. Et je longe l'utérus, donc je sais pas si vous voyez. Et donc, on repère les deux vaisseaux iliaques. Donc, les vaisseaux iliaques, ils sont là. Et vous avez un vaisseau qui croise, qui est l'artère utérine. Donc l'artère utérine va croiser et donc on va la mesurer. Donc voilà, donc ça c'est un flux iliaque. Ça c'est un flux, vous entendez tout de suite que c'est pas du tout un flux utérin. Donc ça c'est le vaisseau utérin, mais là vous voyez je peux rien faire parce qu'en fait il faut que je règle la PRF. Alors,
Donc, le Doppler utérin, là, il est parfait parce que vous voyez que la diastole est importante par rapport à la systole. Il n'y a pas de notch. Donc, si je fais la mesure, donc je suis artère utérine droite, je vais avoir la systole qui est là, la diastole qui est là, hop, et j'ai un Doppler donc, qui est à 0,46. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un remodelage vasculaire utérin qui s'est bien fait avec un vaisseau qui est largement ouvert, donc un bébé qui a des apports très, très bons pour se développer. Mais vous voyez, là, j'ai un bébé qui, de toute façon, est eutrophe, donc j'ai pas vraiment de raison, j'ai pas vraiment d'indication à le faire. Voilà, de l'autre côté, bah, ça va être la même chose, hein. Mais les femmes ne sont pas toujours symétriques, évidemment. Donc parfois, il peut y avoir un côté qui est un peu plus difficile à repérer que l'autre. Mais voilà, hop, là, l'artère, elle est ici. Voilà l'artère utérine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions et je vous laisse tourner toujours dans le timing. Ah bah, de toute façon, c'est tellement passionnant de voir les images fétales qu'on resterait des heures. Il y a quelques questions auxquelles on peut peut-être répondre pendant qu'on change rapidement la machine. Je sais qu'il y avait des médecins qui voulaient aussi voir ce que ça donnait sur un ultra portable. Alors, je vais prendre dans l'ordre. L'intérêt de le docteur Rouquet demande l'intérêt de la cervicométrie au 2e trimestre. En systématique, mesurer le col utérin, je pense que c'est ça la question. Il n'y a pas d'intérêt chez une femme à risque. Si la patiente ne présente pas de contraction, sauf patiente à risque accru, où là, ça peut avoir un intérêt parce qu'elle est à risque, elle a déjà fait un accouchement naturel. En systématique, dans un examen de dépistage, on ne fait pas de mesure échographique du col. Mais voilà, après, c'est aussi des affaires un peu d'habitude. Je sais qu'il y a beaucoup de gynécos qui, petit à petit, parce que l'appareil d'écho est là, disponible, vous préférez faire une petite écho à chaque consultation. Comme ça, il vérifie la vitalité, il vérifie voilà, et donc du cas la position du fœtus. Et puis, bah, dans le même temps, ils vont faire une échographie du col, parce que comme ça, ils vont un examen cervical. Voilà. Ça peut substituer finalement un petit peu à une partie d'examen clinique. Donc, dans ce sens-là, oui, pourquoi pas. Sinon, si on fait une échographie de dépistage et qu'il n'y a pas de choses particulières chez une femme à risque, il n'y a pas d'indication. Et une question du docteur Natalias Clifos qui demande si en cas de RCU entre 26 et 34 semaines, on doit faire le bêta-métasson. Alors oui, à partir du moment où on a un RCU, donc on est vraiment plus dans le PAG, là, on est dans quelque chose de pathologique. Il faut faire une cure de bêta-métasone. Alors, c'est les corticoïdes qu'on injecte à visée de maturation pulmonaire fétale qui vont nous permettre d'accélérer ce développement pulmonaire, de faciliter l'adaptation du fœtus en cas de naissance prématurée. Donc, c'est à partir du moment où on est en situation où on renforce la surveillance, c'est parce qu'il y a aussi un petit risque de devoir faire naître le bébé un petit peu plus tôt. Et donc, il faut avoir fait cette injection d'étamétasone. Alors, vous voyez, là, on est sur l'ultra portable. Donc, voilà, c'est le genre de tablette aussi qu'on a dans les services pour, quand on est au lit de la patiente, faire un petit écho rapide et avoir tout de suite une idée de la situation. Donc, vous voyez ici à nouveau le périmètre céphalique. Donc là, vous voyez, hop, je me place bien. Là, tout à l'heure, j'avais pas bien le septum. Là, j'ai le septum. Hop, j'ai le septum, j'ai les thalamies. Donc, on retrouve nos repères. Ensuite, bien sûr. Donc, toujours très important, c'est d'avoir vraiment une image symétrique, hein, parce que c'est vrai que si vous êtes en biais, vous allez avoir tout de suite quelque chose, vous allez plus retrouver vos repères et vous allez vraiment sous-estimer votre mesure. Voilà, on arrive ensuite donc, sur le thorax, l'abdomen, donc on voit nos repères à nouveau. Là, on passe sur la veine
cervicale. Là, vous avez le sinus porte. Vous avez la glande surrénale. Ce bébé bouge bien. Voilà, donc vous voyez, on retrouve là nos repères. Parfois, on a un tout petit peu de poumon. Là, on est un tout petit peu limite derrière la surrénale. L'impression qu'il y a un petit peu de poumon qui glisse encore. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on baisse un tout petit peu. Mais franchement, sinon, on est plutôt pas mal. Le docteur Roquette demandait aussi si on pouvait revoir la technique de mesure de longueur de col par voie abdominale. Alors oui, par voie abdominale, c'est sûr que ça va être moins fiable. C'est sûr que ça va être moins fiable. En fait, il faut que la sonde soit verticale au-dessus du pubis. Et voilà. Et on va visualiser donc la vessie. Donc vous voyez en avant la vessie là qui va se trouver donc là juste sous notre sonde. Et alors voilà. Et là je suis sur le col. Donc là je suis sur le col. Alors vous voyez d'ailleurs il y a des petits fils de la botte qui sont ces petites images anéchogènes qu'on voit dans le col. Donc ça c'est bien magnifique. Et là on voit le col. Alors, ce serait plus facile si la vessie était pleine, hein, parce qu'en fait, du coup, ça allongerait un petit peu le col, donc un peu mieux. Mais voilà, donc l'orifice interne du col est là, et puis l'orifice externe il se situe ici. Alors, en passant, vous voyez que quand je me remets en mouvement, on voit un petit peu mieux le canal cervical. Voilà. Voilà, on est ici, mais c'est pas très précis. Hein, la voie abdominale pour mesurer le col. Si on a une vraie indication, il faut vraiment utiliser la voie vaginale. Voilà, et donc le fémur, hop, si on veut le mesurer, comme tout à l'heure, hein, on va bien se positionner, on va diminuer la profondeur, hop, et on va horizontaliser le fémur, et donc là on peut parfaitement mesurer la longueur fémorale. Donc voilà, nous on utilise beaucoup, les biométries, on en fait tout le temps, et c'est vrai que ça nous prend quelques minutes à l'hôpital, parce qu'on a toujours besoin de savoir le poids d'un fœtus avant de prendre une décision pour les pédiatres, pour la surveillance, etc. Donc finalement, l'examen pour la biométrie et Doppler, c'est quelque chose qu'on va faire en quelques minutes, parfois au lit de la patiente, sinon beaucoup aux urgences. Donc ça permet quand même très rapidement de savoir, voilà, est-ce que le bébé grossit bien ou pas. On peut assez vite aussi rassurer les mamans. Et donc c'est vraiment la suite de l'examen clinique. Parfait. Bah, écoutez, ça me semble très clair. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Mais je pense qu'on a couvert l'essentiel des points qu'on voulait aborder. C'est intéressant de voir qu'on peut faire avec un ultra portable aujourd'hui au lit de la patiente, des échos obstétricales deuxième trimestre. Alors on reverra, donc on vous donne rendez-vous le 25 juin. On reverra le reste de l'examen, c'est-à-dire toute la partie morphologique, qui est également très importante, en ciblant vraiment les coupes les plus intéressantes et en restant sur ce dont on a besoin pour un examen de dépistage. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce webinaire, on espère que ça vous a plu et à très bientôt. Merci beaucoup, docteur Anselem, pour ce brillant exposé. Alors, bonne nouvelle pour tous ceux qui nous regardent, il sera possible de le revoir. Voilà, adressez-vous à Sonoscanner, on fera un plaisir de vous communiquer le lien parce qu'il y avait beaucoup d'informations très utiles. Donc, ça vaudra le coup de les revoir à tête reposée. N'hésitez pas si vous n'êtes pas encore équipé. Madame Berdyszewski, moi-même sommes à votre disposition. Vous avez notre numéro, vous avez notre email. Et que ce soit pour un échographe ultra portable
au lit du malade, en salle d'urgence obstétricale ou un échographe de consultation, nous avons notre solution faite pour vous, Made in France, et nous sommes ravis de vous accompagner dans votre projet. Merci beaucoup de votre fidélité et à très bientôt pour les webinaires sur le scanner. Merci, au revoir.